Ouais, le comics Outcast, dans ton podcast. Tu nous écoutes de chez toi, sur Synops Live, ou je sais même pas quoi. Bonsoir et bienvenue dans cette 16e émission, ça commence, c'est n'importe quoi. 16e émission donc de Comics Outcast, vous êtes bien sûr Synops Live où vous nous avez téléchargé sur Radio Kawa, nous sommes le lundi 6 avril, je l'ai déjà dit. Avec moi ce soir pour parler de comics, déconner, rigoler, se moquer, faire tout ce qu'on aime bien, que vous adorez aussi, sinon vous les écouteriez pas. Il y a Adrien, ouais, Zef, ouais, Lucille, hey, et à la réalisation Joe. yeah, hey. Toujours enregistré dans le studio B de WeFM parce qu'on a trop la classe et puis parce qu'il fait quand même un peu plus chaud qu'à l'extérieur parce que bon c'est le printemps mais ça se sent pas trop. Voilà. Les considérations météorologiques, allons-y. Bah oui, faut bien parler de quelque chose. J'ai le Petrate avec nous ce soir. Ah, il y en a un peu marre. Bon de toute façon on va parler beaucoup de fantômes d'ailleurs. Je vais vous présenter le sommaire. On va parler donc d'un autre mort, Dark Vador, la nouvelle série de Marvel. On va parler de Double Life of Miranda Turner, encore un fantôme, et de Capture Créature. Un truc un peu plus... Oui, non, là, ça ne marche pas. On dirait tellement un nom de jeu Personne vidéo ne PlayStation. meurt. Bah, on va en parler, mais tu vas voir, c'est un truc un peu pompé sur plein d'autres choses, mais on va le découvrir ensemble un peu plus tard. En parlant de découverte, vous aurez droit à un truc un peu particulier, hein. On va parler d'Angry Birds et de Transformers. Et c'est Lucille qui va nous faire découvrir Promethea, la série de la fin du XXe siècle de Alan Moore. Et enfin, en toute fin d'émission, on parlera d'Agent Carter. On va vous faire un résumé de la deuxième partie parce que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé il y a quelques émissions, mais là on va vraiment parler juste du bilan. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, calmement. Je voulais faire de la auto-promo Radio Kawa, hein, comme vous le savez peut-être. Notre petit pote Ben Nekoto vient de lancer son propre podcast qui s'appelle Est décédé. Il est en France c'est vrai avec qu'on nous parle- ce soir. Ça s'appelle C'est cool, c'est quoi? Son premier numéro et d'ailleurs avec Joe qui est avec nous et Bastien Vives, donc l'auteur super talentueux de Last Man, Paulina et tous les trucs un peu franco-belges. Et ils vont vous parler de jeux et de jouets de trentenaires. Hein. Ah, de jouets, même pas de jeux quoi, que des jouets. Des jouets. Ah, que des jouets uniquement, des oui. Des jouets. Donc voilà, vous pouvez télécharger ça sur Radio Kawa, ça nous fera plaisir. Voilà, on va enchaîner tout de suite, on va commencer Mais notre ne émission. téléchargez pas trop pour que ça devienne pas le premier quoi. Oui, Faut voilà, ça parce reste que Comics Outcast, quand on même. aime bien notre... Ah oui. Faut pas déconner. Je sais pas, Ouais. j'ai pas fait les chiffres, mais je pense qu'on est encore en haut, assez facilement. Voilà, putain, c'est Oh, dégueulasse c'est ce que je viens de dire, pompeux. c'est horrible. Ok. On va commencer, Comics Outcast numéro 16, c'est parti. Je voudrais juste te dire, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait donc quelques minutes d'émission, on n'a pas eu un seul bouillard. Bah oui, mais parce que en fait c'est moi qui ai foiré. Bouillard. On a mal bouillaté. On a mal. C'est Adrien qui va commencer avec vrai. donc Dark Vador, cette série de Je Marvel. vous ai pas demandé ce qu'on faisait en ce moment. Je vous donnerai en partant. D'accord, ok. Voilà. En claquant la porte. de partir. Alors, Evangélie, super. Ah, encore un mort. non. Elle est peut-être morte, on sait pas. Non. Salut, ça va? Ouais, toi. Et toi, tranquille ou pas? Ça va. Moi ce soir, je vais vous parler de Darth Vader. Voilà. Naturellement. Le cheese total. Donc Darth Vador qui est environ le personnage le plus badass que la planète ait jamais porté puisque de toute façon il n'est pas né Il était sur pas dessus, Terre. voilà. De toute façon, c'est le méchant par excellence. Il a été C'est- jugé comme le plus grand méchant. Exactement, mais c'est le plus grand personnage de l'histoire de la création quoi. Qui donc a maintenant son titre chez Marvel Comics puisque Marvel Comics a acheté les droits de toute L'univers. l'extended universe de Star Wars. Tout en d'ailleurs reléguant tout ce qui avait déjà été fait au rang de légende. C'est-à-dire qu'ils ont dit genre peut-être que ça s'est passé, peut-être que ça s'est pas passé, mais en tout cas c'était pas canonique et aujourd'hui tout ce qu'on va faire ce sera canonique. En tout cas donc aujourd'hui on peut considérer que tout est à peu près rebooté et donc on a aujourd'hui l'opportunité de lire les 3 premiers numéros de Darth Vader. Tin, tin, tin. C'est écrit par Kieron Gillen, qui est notamment l'auteur de The Wicked and the Divine, dont on a déjà parlé ici même. Ah oui. Oui. Et oui, et c'est Ah, la qualité est au rendez-vous. dessiné par Salvador Larroca, que je ne connaissais pas, mais qui a bossé sur X-Men, qui est un vieux de la veille en fait.
et qui a notamment un prix Eisner pour la meilleure nouvelle série avec Mad Fraction. Ouais. Donc bon voilà, ça se touchote un petit peu et c'est vraiment bien. Alors je suis un fanboy, je suis un petit peu vendu, mais c'est vraiment bien. C'est à la hauteur du C'est personnage. super cool, c'est à la hauteur du personnage. Ça se situe juste après la chute de la Death Star, de l'étoile de la mort, où on découvre en fait un Dark Vador qui se fait un petit peu remonter les bretelles par un empereur qui a plus grand monde à engueuler si ce n'est Dark Vador, puisque tout le reste des gens sont morts. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas l'étoile de la mort, c'est l'étoile noire. Ça, en fait, c'est après la bataille de Yavin. Pardon, Ouais. autant pour Oh là moi, là là là. autant, oh là 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 là. Alors, je veux juste dire un truc, j'ai même pas interrompu parce que je pense que beaucoup de gens le savent, j'en ai absolument rien à faire de Star Wars. Voilà. Non, mais c'est un détail ultra important pour l'histoire. C'est très grave, c'est très grave. Donc voilà, bon, ça Ne se vous passe. inquiétez pas, on aura un nouveau présentateur pour le prochain Comic Podcast. Ouais, ouais. C'est bon. Et donc, ça commence dans cette issue number 1 par quelque chose qui est très rassurant, familier pour les amateurs de Star Wars. A long time ago, in a galaxy far far away. On ouvre la page et là, sur une double page, on entend presque les corps qui résonnent. Star Wars, Darth Vader. In your face. Et c'est tellement bon. Enfin, moi, j'étais là devant ma double page. Ah oui, maman. Et et donc, non, j'ai pas dit à maman, je crois. Si, t'as dit maman. Si. À tata, je sais plus. Oh là là. Et donc, Ok. on découvre Dark Je vais pas Vador. de l'alerte au gogol, mais ça En me démange. mission. Putain, Il est en mission chez Jabba. Et on a donc une confrontation qu'on n'a jamais vue à l'écran entre lui et Jabba. Ça négocie, mais bon, de toute façon, Dark Vador est beaucoup trop fort. Il le met un petit peu à l'amende. Et il obtient manifestement ce qu'il veut. On comprend donc un petit peu plus tard que... En fait, c'est une série de flashbacks. Et donc c'est un petit... Dans sa tête, il se dit Jabba. Peut-être qu'il te... Alors, Alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Donc ensuite, après, on comprend pourquoi il est là et on voit qu'il se fait donc remonter les bretelles par l'empereur. Il doit refaire ses preuves. Il est blâmé pour l'échec de tout ce qui vient de se passer, de ce problème de conception, qui est quelqu'un qui avait pas mis une petite trappe sur l'égoutille et donc qui permettait donc de tout faire péter. Et donc voilà, c'est plus le chouchou de l'empereur, c'est même plus le numéro 2. Il se fait un peu tricard, du coup il lui colle un micromanager qui est le grand général Tag, et il lui met même un petit peu plus tard un espèce de stagiaire en chef dans les pattes. Bref, Dark Vador n'est pas au top, mais il a quand même toujours sa classe et il gère le truc. Alors on en avait parlé un petit peu en préparant l'émission. Ike avait dit qu'il trouvait un peu le personnage rigide, mais moi au contraire je le trouve justement, c'est Dark Vador quoi. Il est posé, il est là, il gère son truc. Et voilà, enfin moi j'ai adoré lire cette histoire. C'est toujours en construction, c'est très imbriqué à ce qui se passe dans Star Wars, le nouveau reboot de Star Wars, donc le titre phare. En fait, ça fait vraiment écho aux 3 premiers numéros, qui sont peut-être un peu mieux que cette série Darth Vader. Mais t'as vraiment l'impression d'être dans le film, t'es vraiment dans le truc quoi. Voilà, moi en tant que fan, j'ai complètement adoré. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est vraiment bien. Joe. Question. Oui. La manière dont on parle un peu, excusez-moi pour le bruit de micro, ça fait un peu vie ma vie de Dark Vador, mais genre allez plongeons dans la vie de Dark Vador de tous les jours, et ça faisait un peu genre il a un peu la loose. Mais du coup, est-ce que ça lui fait pas un peu perdre de sa superbe justement en perso? Non, pas du tout, parce qu'en fait, voilà, il gère son truc, il encaisse. Enfin, tu vois qu'il encaisse les remontances, il accepte la hiérarchie du truc. Et bon aussi, ce qui est vraiment cool, enfin moi ce que j'ai adoré, c'est qu'on n'a pas on est dans la vraie première trilogie quoi. On oublie un peu le préquel, on n'est pas du tout face à Anakin, un espèce de petit bonhomme vénère et tout. On a Dark Vador tel qu'il est. Alors voilà, il y a quelques traits de ses caractères qui sont sortis. Enfin tu vois, tu sens qu'il est quand même impatient. Enfin il veut faire son truc, il mène un petit peu justement sur Tatooine. On voit que c'est un petit peu sa mission solo. Il veut se venger de Luke clairement. Sauf qu'il sait pas encore vraiment qui c'est. Et il y a en fait en parallèle dans Star Wars il y a sa première rencontre avec Luke
qui du coup est inspiré de ce qui s'est passé dans l'Expanded Universe. En fait, il y a beaucoup de fans qui avaient peur de ce qui allait se passer. Pourquoi Marvel rachète Est-ce qu'on tire une croix parfaitement sur ce qui s'est passé chez Dark Horse? Et en fait non. On voit que les scénaristes ils s'inspirent un petit peu de ce qui s'est passé. Et voilà, donc ça rassure beaucoup de gens. Et enfin, clairement, les retours sont ultra positifs pour le moment. Il y a beaucoup de ventes. Entre Star Wars et Darth Vader, là, c'est des centaines de milliers d'exemplaires qui se vendent à l'appel. 3e tirage. Et d'ailleurs, on en parlait dans les précédents épisodes, décidément. C'est la 2e meilleure vente de février. Ouais, c'est normal. Derrière, Orphan Black. Voilà. Easy. C'est un... Zef, tu veux dire quelque chose? Non, je pensais passer Luc devant moi, mais en fait c'est extrêmement fédérateur, donc c'est logique que ça, enfin c'est ultra mainstream, tout le monde connaît, tout le monde veut lire ça. Moi j'ai ultra kiffé, mais en même temps je suis ultra fanboy aussi. Il y a juste je vais rapidement revenir sur l'histoire au niveau de 2 parallèles qui moi m'ont frappé en fait. C'est effectivement quand Darth Vader arrive chez Jabba, t'as une véritable relation en fait au retour du Jedi avec la même scène, les mêmes plans. En fait tu le vois rentrer de la même façon. Il tue les gardes, ce que Luke ne fait pas dans le retour du Jedi. Donc ça, c'est le petit clin d'œil du truc. Ouais. Et donc tu as toujours cette relation entre les deux qui est là, qui est présente. Enfin, il y a le piège du Rancor dans lequel lui il tombe pas. Tu as tout un truc, en fait, on voit que quand Luke arrive chez Jabba, c'est pas un Jedi, donc il gère pas son truc. Alors que Darth Vader, bon, c'est pas vraiment un Jedi, c'est un Sith, on est d'accord, mais bon, il est maître en fait. On voit qu'il y a un truc qui est cool. Maîtrise. Donc il y aura toujours cette relation là. Effectivement, ils ont fait des rappels à l'univers étendu, et c'est plutôt cool. Et pour revenir sur la prélogie de merde dont tu parlais, en fait, effectivement, quand il est sur Tatooine, il va quand même voir un camp des... alors c'est les hommes des sables en français, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, et des Taskin, et il les défonce. Oui. Et en fait, c'est un vieux rappel de merde au préquel. Ouais. Mais d'ailleurs, par rapport à la préquel, moi je trouve que c'est vraiment bien foutu. Il y a quelques technologies, quelques vaisseaux, quelques droïdes en fait qui sont intégrés. Et moi je trouve que c'est un bon liant. En fait, c'est presque, je veux dire, ça me réconcilierait presque avec la préquel. Malheureusement, ils sont obligés de faire avec. Enfin, malheureusement, j'ai ça parce que moi je l'ai pas aimé du tout, mais ils sont obligés de faire avec ça. Et du coup, je trouve effectivement, comme tu dis, c'est un bon liant au truc. Ils sont obligés de tout prendre et ils sortent que le bon en fait. Donc, arrivé au 3, on sent qu'ils commencent à lier pas mal de technologies et d'histoires qui s'est passé dans la préquel et ça marche bien. Ouais, effectivement. Lucille, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'en ai pensé qu'il faut absolument s'accrocher jusqu'au 3e issue parce que les 2 premiers on s'enquiquine pas mal, c'est pas mal d'exposition, un peu de politique. Effectivement c'est Dark Vador qui essaye de réfléchir à comment je vais pouvoir retrouver la confiance de mon maître et effectivement voilà, si vous êtes fan, parce qu'il n'y a pas que les 2 loulous, hein, moi aussi je suis une grosse fangirl de Star Wars et ouais c'est pas mal, ça m'a pas plus captivé ça. Effectivement le 3e issue inclut un personnage qui n'est pas présent dans l'épisode 4, 5, 6 etc. machin, donc ça va peut-être donner un truc intéressant. Mais ça m'a pas plus qu'activé de ça. Par exemple, sur les séries qui sont sorties en même temps, j'ai vachement plus accroché à Princess Leia, dont je vous parlerai, j'espère bien. Et Star Wars, lisez Star Wars. Oui, je pense qu'on va faire c'est quelque trop chose. Bien. Ouais. Alors, on va passer à la revue suivante. Justement, Lucille, tu vas garder la parole. On va parler de The Double Life of Miranda Turner. Alors, effectivement, c'est un petit comics qui a commencé à sortir donc l'année dernière en 2014 chez Monkey Brain Comics et qui est dessiné par George Kambadais. Kambadais. Il est grec. Ok, d'accord, donc a bossé pour DC Comics, Image Comics, notamment sur The Vampire Diaries, que bien sûr j'ai pas lu parce qu'il faut pas déconner. Et l'auteur c'est Jamie S. Rich qui a pas mal bossé visiblement chez Oni Press et Image Comics et qui visiblement a surtout écrit pas mal de romans. Voilà. Et il est aussi journaliste à côté, enfin il fait des revues de films. Ah bah voilà. Bah c'est bien, le petit complément d'information. Ouais. Donc, The Double Life of Miranda Turner, donc la double vie de Miranda Turner, ça raconte quoi? En fait, Miranda Turner, c'est une jeune femme, elle est aspirante comédienne. Et en fait, voilà. Alors non. Donc, le jour elle est aspirante comédienne et la nuit en fait elle est non elle n'est pas elle n'est pas un aspirateur. Alerte au gogol. Excusez-moi. Alerte au gogol les enfants. Si on pouvait éviter de me pourrir ma chronique, ça me ferait plaisir. Vas-y. Donc, le jour, elle est aspirante comédienne. La nuit, en fait, elle est The Cat, qui est donc un personnage de super-héros, sauf qu'elle n'est pas le vrai The Cat. En fait, The Cat, la super-héroïne The Cat avec les pouvoirs, etc., c'était sa sœur qui a été assassinée et qui, normalement, tirait ses pouvoirs d'une espèce d'amulette qui lui a été volée lors de son meurtre. Assassinat. Exactement. Et donc, du coup, en fait, le fantôme de la grande sœur vient voir la petite sœur en disant il faut que tu m'aides absolument à trouver qui m'a tué.
Et du coup, la petite sœur, elle fait ah bah c'est trop cool, du coup, je vais être The Cat. Et du coup, sa grande sœur, elle fait mais t'as pas de super pouvoir. Et l'autre, elle fait rien à foutre. Et du coup, voilà, elle va partir dans les aventures en étant The Cat. Elle va se retrouver à devoir affronter des super méchants. Donc, par exemple, au tout début du premier issue, Super méchant. Oui, enfin les super méchants. Non mais après, je vais situer. Mais donc, elle va se retrouver à affronter des super méchants qui, par exemple, ont le pouvoir de générer des briques qui sont des briques de Lego. Et donc, qui ont en fait pour ambition de couvrir la ville entière de briques de Lego, mais ils savent pas vraiment pourquoi. C'est le petit côté rigolo. Donc voilà, elle va se retrouver dans des histoires comme ça qui vont l'emmener en fait à découvrir des choses sur la guilde des super-héros dont faisait partie sa grande sœur, sur des gens qui manipulent des pouvoirs, etc. et qui en fait voulaient tuer l'original The Cat pour récupérer ses pouvoirs et accomplir un dessein visiblement beaucoup plus grand, mais on ne sait pas du tout ce qu'il en est à l'heure actuelle, puisque pour le moment il y a 5 ou 6 issues, je sais plus. Je crois qu'il y en a 6. Voilà, il y en a 6. Il y en a 6. Voilà, il y en a 6. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, il faut pas penser que c'est un truc du super-héros super badass, c'est vraiment un truc très mignon. Je pense que c'est vraiment destiné aux adolescents et aux adolescentes, peut-être plus d'ailleurs aux préadolescentes, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir une nana un petit peu qui casse un peu des culs et tout, mais de façon mignonne et choupie. Le dessin fait très BD franco-belge, avec des traits beaucoup plus arrondis. Enfin, je saurais pas vraiment l'expliquer parce que je suis un peu nulle là-dedans, mais voilà, c'est vraiment mignon. Donc, ça peut être très sympa, je pense, à offrir à une jeune fille, à une ado ou quelque chose comme ça. Pendant que Eric est en train de s'étouffer dans son éternuement. Il était pas mal. Et voilà, donc c'est vraiment choupi. Moi, j'ai commencé à lire ça vraiment d'un œil, et finalement, ça se lit tellement vite que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, même si c'est pas grandiose. Mais je sens que mes camarades n'ont pas été plus enthousiastes que ça. Zef, qu'en as-tu pensé ? Alors moi j'ai pas trop kiffé. Pourquoi ? En fait ça va paraître débile parce qu'après je vais parler d'autres choses, mais j'ai trouvé ça trop gamin. En fait j'ai trouvé ça trop gamin. En fait l'histoire vole pas très haut dans l'idée. C'est juste que, enfin j'en parlais hors antenne, en fait ça me faisait penser à des mauvais épisodes de Scooby-Doo, dans le sens où l'enquête est résolue. Waouh, trop bien. En fait c'était des mecs qui manipulaient des Lego. What the fuck. Il y a un truc comme ça qui m'a pas trop plu. Le dessin est un peu trop simpliste, mais bon, encore une fois c'est un peu bizarre après parler de ça. J'ai pas vraiment accroché l'univers. Il y a 2-3 trucs je crois que c'est sur le 3e issue où il y a le maquilleur qui est un peu bizarre, machin, qui révèle là ça m'a un peu plus accroché parce que ça devenait un peu plus action entre guillemets. Mais en fait j'ai l'impression de lire soit de la JLA ou de The Avenger, mais version vraiment enfant en fait, vraiment dans le côté c'est mignon, tu vois. Et c'est donc je suis pas très très fan, mais je donnerais bien ça à ma filleule pour qu'elle lise par exemple. Adrien. Ouais, en fait ça fait un peu façon Scooby-Doo, un peu comme Gotham Academy, mais encore plus jeune. Mais le truc, moi, ce qui m'a vraiment choqué, enfin après je suis pas la cible, mais quand même, c'est sorti de manière séquencée, la 1, la 2, la 3, j'ai lu les 2, mais les 3, mais avant d'arriver au 3e, tu comprends pas grand chose en fait. Je trouve que c'est vraiment écrit avec les pieds. T'arrives dans le 1, parce que quand Luc s'en parle, ça va, ça a l'air à peu près simple. Mais en fait, quand tu commences, t'es en pleine baston, il y a une meuf qui se bat, un fantôme, et puis ils discutent entre eux, et puis tu fais mais de quoi ils parlent ces gens-là? Et à la fin du 1, tu comprends rien en fait. Et du coup, moi, j'ai pas réussi du tout à accrocher au personnage, en fait, à avoir quelque chose à foutre des gens, parce que je comprenais pas, on comprend même pas vraiment le lien entre les deux sœurs et tout, c'est un peu bizarre. Et effectivement, le premier issue est purement de l'exposition où on essaye d'aborder un peu l'univers, qui est Miranda, qui est ce fantôme et qu'est-ce qu'elle fout là. Ensuite, vous avez donc l'issue 2 et 3, c'est une double histoire en fait qui permet là de comprendre qu'elle va se lancer dans une enquête, qu'elle va commencer à récupérer des éléments, blablabla. Après, je vais être totalement honnête avec vous, à partir du 4e issue, ça devient plus intéressant parce que le 4e issue est entièrement dédié à la grande sœur, donc on apprend en fait qui elle était, ce qu'elle faisait, qui est The Cat. On en apprend plus sur la guilde, on apprend qu'en fait ils sont 26 super-héros dans la guilde, comme toutes les lettres de l'alphabet en fait, ils ont tous une amulette, etc. Et on en apprend vraiment beaucoup plus. Donc c'est fait qu'en fait, limite ça devient un petit peu plus intéressant à partir du 4e issue. En fait, je trouvais ça vraiment bizarre de rater à ce point un épisode d'exposition, parce que du coup ils ont voulu faire beaucoup d'actions pour, je pense, pas trop en dire, enfin rentrer dans le vif du sujet, mais au final t'apprends rien du tout et c'est même pas vraiment drôle, enfin c'est même pas très... Si je puis me permettre, la dernière série Thor, les 3 premiers issues c'est un peu le bordel, et à partir du 4e ça décolle vraiment, donc tu vois... Ça peut marcher quand même, tu vois. Ça peut tirer par les cheveux.
Alors pour le coup, je suis d'accord en fait avec vous tous, parce que j'ai pas d'âme déjà. Non mais on voit, en fait, T'as pas d'âme, Eric? Waouh. Écoutez, c'est peu de choses. En fait, si vous voulez, le George Cambadeis, c'est un freelance, il essaye, c'est surtout un artiste. Donc si vous prenez le temps d'aller voir son Tumblr, son DeviantArt et tout, vous verrez qu'il adore les comics et qu'il a ses propres versions de personnages qui existent déjà. Et je pense qu'il a dû se dire, ok, je vais trouver un auteur qui va accepter d'écrire quelque chose que j'illustrerai. Mais ils se sont pas trop penchés sur essayer d'atteindre un niveau de qualité où je pense qu'il voulait juste rapidement sortir quelque chose et que ça a donné ça. Mais en plus en termes d'action, de découpage et de dessin, etc. On peut pas dire que ça soit propre. Pas de qualité. Ah non, c'est propre. C'est plutôt un problème de scénario. Pour moi. Voilà. Mais clairement, l'histoire n'est pas intéressante, les personnages ne sont pas attachants. Je trouve que pour le moment ils le sont pas, mais si voilà, ça se décolle vraiment. C'est juste que c'est très mal présenté au début. Après peut-être que ça deviendra bien, mais c'est pas pour nous en tout cas. En tout cas, pour les trentenaires. Le Cambadeis c'est BG. Donc voilà, ça en fait vous pouvez le trouver. Éteignez votre micro quand vous le bougez. Vous pouvez les trouver en ligne parce qu'en fait les auteurs les proposent sur leur Tumblr, donc ça c'est gratos. Ils ont abandonné l'idée de les vendre en fait. Non, il me semble que c'est comme ça que c'était sorti, mais en fait c'est des versions différentes en fait. Elles sont un peu plus peintes là et moins assistées par ordinateur. Je vais essayer de vous trouver le lien, de le poster sur. Ah non, je poserai la question après. Vas-y. Non, après pour Zef. Je poserai une question de noob. D'ailleurs Zef, on va parler de toi. Troisième revue ce soir. Capture Creatures. Alors c'est comment dire. Pourquoi je sais même pas pourquoi j'ai choisi. Je ne sais même plus pourquoi j'ai choisi ce série. C'est qui? C'est Frank Gibbons qui est au scénario et c'est Becky Dreistadt qui est au dessin. Donc ils sont mari et femme dans la vie, c'est important pour la suite. Au niveau de l'histoire, ça raconte quoi? Alors c'est un peu bizarre, je vais essayer de faire ça avec des mots les plus simples possibles. C'est l'histoire qui se passe à proximité d'une île, donc sur une espèce de rivage où une jeune fille qui se nomme Tamzen et qui ressemble étrangement d'ailleurs à la dessinatrice, si vous avez pu le voir. J'ai pas cherché ces photos. Je trouve qu'elle ressemble vachement à elle en fait. Qui cherche en fait à repartir en ville. Alors on sait pas trop où c'est, mais c'est repartir en ville. J'ai failli la faire, putain. Oh non, on va arrêter là. J'ai failli la faire, je l'ai pas fait parce que c'est à chier. On va laisser ça continuer. Merci. Donc elle va repartir en ville. Non, c'est bon, c'est ok. bon. Et donc elle va régulièrement faire des escapades, en forêt, ce qui est interdit parce qu'elle est obligée de passer sous une barrière, parce qu'apparemment elle doit être en prison, j'imagine. Et lors d'une sortie avec son nouveau pote Jory, qui lui est un petit gros qui aime pas du tout sortir mais qui sort quand même, elle va tomber sur un espèce d'animal étrange, un espèce de pandarou qui se révélera ne pas être un pandarou par la suite. Dans le prochain collimateur, on va parler de ça. Et qui cherche, donc le pandarou, il cherche à retourner sur l'île qui est en face du rivage. En fait, on le voit devenir fou pour ça. À mon avis, il a dû faire partir du casting de Lost à un moment, je pense. Et donc du coup, nos amis, Jory et Tamzen, accompagnés d'un vieux monsieur, je me souviens plus de son nom. De toute façon, le père c'est le loufoque de service, c'est le gars qui fait rire tout le temps. Ah non, le garde, l'espèce de garde forestier. Voilà. Oui. Ils ont décidé en fait de le ramener, donc ils empruntent un bateau, on sait pas où mais ils l'empruntent quand même, et ils vont là-bas, et en fait sur le bateau on découvre que le petit pandarou en fait il a des pouvoirs ultra géniaux même, pardon. Puisqu'il peut allumer en fait une espèce de flamme sur sa tête, et donc je crois, mais alors on n'est pas sûr parce que j'ai lu que les deux premiers, le troisième n'est pas encore sorti aujourd'hui. Je sais pas où ils en sont. On croit qu'il peut cracher du feu, mais on sait pas si c'est lui. Parce qu'à la fin du truc, on ne sait pas si c'est lui ou l'autre. Ah, c'est à la fin du tome 2. Donc quand je lis ça comme ça, en fait, on me prend pour un débile. Je peux l'être par moment, mais là, je ne le suis pas. En fait, Capture Creatures, c'est extrêmement inspiré des Pokémon, puisque c'est totalement fait pour ça. Et derrière l'histoire, il y a effectivement un autre truc, c'est que la nana qui dessine, Dreistadt, elle a toujours aimé, en fait, elle a toujours vécu dans les animés, elle a toujours vécu dans les dessins animés de l'époque, voire une trentaine d'années. Donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin nous quatre en tout cas, nous cinq, on peut voir ce qu'elle a aimé, et du coup elle a toujours trempé là-dedans. Elle a toujours voulu imaginer son propre univers. Elle a toujours aimé les animaux.
Oui, Elle a surtout beaucoup bossé dedans. Oui, aussi en même temps. Et donc du coup, à un moment, elle s'est dit, bah moi je vais créer mes propres animaux animés. Ouais. Et elle a commencé à créer des créatures, 151 créatures. Tiens donc. Je sais pas pourquoi, un chiffre au hasard, elle a lancé un dé. Et elle a commencé à en créer et ça s'est vendu tout d'abord sur des tableaux. Et d'ailleurs, 90% sont out of stock aujourd'hui. Ouais. Elle a exposé, en fait, elle a eu une renommée assez dingue avec ces trucs. Et son cher et tendre a commencé à dire, bah ce serait cool qu'on en fasse un petit comics. Et elle a dit ouais, ok. Et donc elles ont commencé à faire un petit comics. Donc ça raconte objectivement un truc qui va se passer sur une île avec plein de créatures qui ont plein de pouvoirs partout. J'imagine qu'il y en a un qui s'appellera pas Pikachu mais pas loin en tout cas. Pocati. Et donc du coup c'est comme ça. Alors, pour être tout franc, vraiment, moi j'ai bien aimé. Mais en fait c'est tellement c'est un peu le syndrome petit poney. C'est que c'est tellement naze, je vais me faire taper, mais c'est tellement naze qu'on apprécie en fait. On aime regarder ça, on aime lire. Et à la limite, ce serait en dessin animé, je prendrais plus de plaisir à le voir en dessin animé qu'en le lisant. D'accord. Donc il y a vraiment des situations de merde. C'est oh tu t'es blessé au genou, je vais te mettre en pansement. Oh mais j'ai perdu sang. Bref, d'autres trucs comme ça. Mais il y a un truc qui fait que c'est mignon en fait. Il y a un truc qui fait que moi j'ai accroché. Et je pense que je vais même peut-être m'abonner dessus. Non, mais cette scène, alors je vais juste la raconter parce que c'est vraiment au début du comics. En fait, l'héroïne donc est à vélo, comme certains personnages d'un autre truc japonais. Et en fait, elle essaie d'échapper donc à ce garde forestier en essayant de passer sous une barrière. Donc elle est petite, donc elle arrive en faisant un slide mais complètement surnaturel. Elle y passe et en fait, si vous voulez, dans les comics, ils font un gros plan sur le contact entre le genou et le morceau de la grille. Et en fait on la voit avoir super mal mais qu'après se redresse comme si de rien n'était. Elle pas super mal, elle supporte la douleur comme une grande. Et ça c'est de l'absurdité que, enfin j'espère que je vais pas voler à ce que vous vouliez dire, mais c'est de l'Aventure Time en fait. C'est ce genre de... Elle a bossé pour. Oui, bah justement c'est pour ça je trouve que c'est pas anodin que tu aies apprécié le truc, c'est que bah il y a beaucoup de sous-texte à l'intérieur en fait. Ouais c'est ça. Alors Adventure Time je connais pas du tout, je sais que ça existe. Tu connais mais j'ai jamais lu ni vu ni joué parce qu'il y a un jeu. Mais effectivement j'avais vu qu'elle avait bossé dessus, mais c'est totalement un truc dans lequel je pourrais plonger sans aucun problème. Il y a beaucoup moins de double sens et d'absurde quand même. C'est un peu plus léger. D'ailleurs Adrien, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, alors personne n'a prononcé le mot en P. Non, je sais pas pourquoi. On fait un exercice. C'est un exercice. Je vais le dire. Alors bon, pas le mot en P. On a dit Pocati. Voilà, une émission qui alors un truc qui se passerait à Bourg-Palette. Pour Balette. Voilà. Meets Wes Anderson. Je sais pas pourquoi, moi en le lisant, j'avais l'ambiance un petit peu de Moonrise Kingdom avec ses enfants sur une île, un truc un peu mignon, avec le scout, enfin genre qui est la figure paternelle, mais qui est quand même complètement à la ramasse. Carrément. Et il les emmène, il prend le bateau, il y a une tempête. Enfin pour moi, genre c'est exactement Moonrise Kingdom, mais avec des captures, des créatures à capturer quoi. Je suis vraiment content qu'on n'ait pas dit le mot en P. Je trouve ça cool, je sais pas pourquoi. C'est un exercice. Voilà, mais sinon, bon, voilà, clairement, c'est pour les très jeunes, etc. Mais j'ai trouvé ça super mignon et les couleurs sont ouf. Et moi, j'adore les couleurs et les couleurs sont vraiment ouf. C'est particulièrement bien dessiné. Je trouve que voilà, il y a la mise en case est cool en fait. Enfin, c'est simpliste à mort, mais moi j'ai trouvé bien ça bossé, quoi. tellement simpliste que c'est simple à lire et c'est agréable. En fait, t'as pas besoin de te faire chier, tu lis ça normalement, quoi. Lucille, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'étais un peu dubitative au départ parce que moi je suis une femme, moi je lis Deadbiter, je lis des trucs avec des tueurs en série et du sang. Et en fait, au milieu du premier issue, effectivement, c'est important quand même le moment où il découvre le petit animal mignon, c'est-à-dire que le petit animal mignon tombe dans les bras de l'héroïne et se love sur ses jambes d'une façon tellement mignonne. Et là, je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est un putain de pandarou magique. Et là j'ai dit ok Gibbons, eh ben écoute, tu prends mon argent, tu prends mon corps, tu prends mon premier enfant et tout va bien. Et du coup ça m'arrange très bien que Zev pense à s'abonner parce que je pensais m'abonner aussi, du coup je lui emprunterai, ça me fera faire des économies. Pareil, moi je l'ai acheté sur Comixology. Voilà. J'ai même pas hésité. Pour revenir sur cette putain de scène, c'est oufissime parce que t'as vraiment une toute petite scène où tu vois où elle approche sa main tout doucement des créatures pour juste la caresser. Et en fait ça se passe en 3 cases, c'est trop simple mais c'est extrêmement mignon en fait. Oui, il se lave comme un petit chaton, c'est très mignon. Je reste persuadée que c'est un pandarou quand même. Hein. Non, ça l'est pas. Bah, c'est pas vraiment un pandarou parce que c'est pas un personnage qui existe, mais ça ressemble à un pandarou et ça c'est super fort. Il l'appelle chien un moment en hésitant, il était pas sûr. Je sais plus ce que je voulais ajouter là-dessus. T'avais une question ?
Oui, tu voulais pas une question. Pardon, c'est une petite question noob, genre c'est un petit peu décorrélé du truc, mais bon. Sur notre conducteur, qui est très bien rempli par Eric, je vois des cases qui sont souvent remplies. Non, ne pose pas cette question. Pourquoi ? Non, on ne pose pas cette question. C'est quoi la question ? Non, en fait souvent donc il y a écriture, crayon, encre et couleur. La plupart du temps, écriture et crayon sont remplis. Et là, on a aussi encre et couleur. Bon, couleur, ok, d'accord. Mais encre, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la différence entre encre et crayon ? C'est parce que parfois il y a un mec qui dessine après l'autre qui refait le c'est clean. Ça. En fait, les partenariats en fait dépendent de la volonté des auteurs, enfin plutôt des illustrateurs. Tu vas en avoir qui vont tout faire, donc ils vont être et auteurs et illustrateurs. Tu en auras qui vont simplement écrire, d'autres faire toute l'illustration, c'est-à-dire l'encre, le crayon, l'encre et les couleurs. Ok. Et d'autres qui vont, comme chez Marvel par exemple, quand c'est des grosses séries qui sortent vraiment à grande fréquence, ils vont être une équipe de 7-8 personnes. Donc tu es en train de me dire que pour Dark Vador par exemple, il y a un gars qui fait tout, non, et là pour Capture Créature ils sont 3. C'est que l'information n'était pas indiquée. En général, tu vas la voir souvent sur la 3e, 4e page, le générique, en fait, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, où tu vas voir toutes les personnes qui ont participé à la création de ce comics-là. Et du coup, quand j'arrive à trouver l'information, je le mets. Si c'est pas le cas, je le mets pas. Mais bon, c'est vrai que là pour le coup, pour Capture Créature, c'était très évident. Je voulais juste dire oui par rapport au double message. Il y a un moment, il parle de révisionnisme. Donc je trouve que quand même ça va un peu loin, mais enfin ça va un peu loin. C'est mignon. Je la recommande vraiment chaudement cette série. Par contre, par rapport à la publication, je suis un peu perdu parce que le numéro 1 est sorti en novembre, le numéro 2 est sorti en janvier, le numéro 3 on est en mars, je sais pas où. Sortir en avril. Je pensais qu'il serait sorti effectivement, mais non en fait. Mais je sais pas. Et dernière chose, tu parlais des artworks des 151 créatures. Elle a sorti un livre qui rassemble tout ça. Oui. Et il est déjà aussi en rupture de stock. Ouais. Non mais regardez sur le net si vous faites, mais franchement. Oui, ils ont un Tumblr bien fourni où vous oufissime. Ah donc c'est quand même en fait c'est un gros carton. C'est plutôt là une histoire qui est en train de lier des artworks qu'elle avait déjà fait. Quoi. Ah oui c'est ça. Mais en fait c'est clairement des tableaux qu'elle a fait avant, qui l'ont fait connaître dans le milieu entre guillemets. Ça a commencé en tant que projet Capture Créature, c'est-à-dire je vais m'amuser. Et puis en fait là très récemment ils ont atteint la 151e créature. Ok. Donc voilà, c'est un truc que vous pouvez suivre sur le Tumblr, DeviantArt et compagnie. Je vous mettrai les liens sur Twitter naturellement. On va passer à la découverte de Angry Birds Transformers. Jonathan Hume, bonsoir. Le nuancier du connoisseur, 26 mars 2115. Ce soir, chers auditeurs, nous vous invitons, comme à l'accoutumée, à un somptueux bond dans le passé, à la découverte des œuvres d'anthologie du XXIe siècle. Retour 100 ans en arrière à l'aube d'une bataille épique, entre le bien et le mal, entre le yin et le yang, entre les oiseaux et les cochons. Pour parler avec nous des origines d'Angry Birds Transformers, puisque vous l'aurez deviné, c'est de ce titre dont il est question, j'accueille le renommé Adrien Larousberg, docteur américain en comicsologie et auteur d'un nouvel essai paru aux éditions du Colibri Claudine, qui couvre la polémique de la place d'Angry Birds dans notre société occidentale. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir Jonas. Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver au micro du nuancier. Alors, tout d'abord, cher docteur Larouzic, revenons avec vous sur le contexte de la publication d'Angry Birds Transformers. Nous sommes bien loin de l'univers sucré du ninja sauteur. Et il faut se souvenir qu'en 2015, l'industrie du comic book est sur le déclin et que seuls quelques héros de bas étage font vendre. En manque de repères et de vraies figures mythiques, les jeunes de l'époque boudent largement le papier
et préfèrent jouer sur leur téléphone à des jeux vidéo underground dans l'indifférence la plus totale. Mais c'était sans compter sur le flair de la maison d'édition IDW, à qui l'on doit les grands Skylanders ou encore My Little Pony. Et alors, comment ne pas avoir des étoiles dans les yeux à l'évocation de ces légendes de la littérature ? Comment ne pas, Joachim ? Comment ne pas ? Et c'est donc John Barber, auteur de Transformers versus G.I. Joe, qui s'est saisi de sa plume la plus fine pour nous raconter comment la bataille qui faisait rage entre les Decepticons et les Autobots se retrouve propulsée dans l'univers acidulé de Piggy Island. D'ailleurs, le dessinateur des Transformers illustrera avec talent l'introduction de cette aventure fondatrice. Docteur Larouzoviev, nous devons rappeler à nos auditeurs que les 4 épisodes de cet arc sont sortis bien avant l'adaptation cinématographique par Universal. Effectivement, Jordan. Vin Diesel n'avait pas encore incarné Bumblebee Bird, Matthew McConaughey n'était pas encore Grimlock Bird, et Jack Nicholson ne tirait pas encore sa révérence avec le rôle du grand roi cochon, le Megatron Pig. C'est aussi le film, rappelons-le, qui aura enfin permis à Leonardo DiCaprio d'accéder au firmament de sa carrière, d'obtenir son unique Oscar, la statuette tant désirée, la marque jaune du cinéma américain. Il faudrait dire que le matériel de base était phénoménal. Eh oui. Après une bataille musclée entre les Transformers originels et l'ouverture d'un tunnel quantique, le Allspark, devenu X-Park, se retrouve au cœur de la guerre éternelle entre les oiseaux fâchés et les méchants cochons. L'équipe de choc des Angry Birds venait alors de faire tomber la forteresse bien mal construite du vil King Pig, le leader des cochons. Mais très vite, Joris, ces derniers découvriront l'X-Park, qui leur confère un pouvoir de transformation mécanique hors du commun, et en tireront rapidement avantage pour voler les œufs des oiseaux. Nous les appellerons désormais les Deceptihogs. Bien entendu, les oiseaux perceront à leur tour le secret de l'œuf magique pour enfin incarner les Autobirds. C'est dans une scène d'exposition d'une finesse rare que nous découvrirons nos héros transformés en Jazzbird, Driftbird, Bluestrake Bird, Heatwave Bird et, vous me voyez venir, RC Birds. Oui. Ils sont prêts à en découdre avec les cochons pour enfin récupérer leurs œufs. Mais avant cela, il faudra apprendre à dompter ses capacités, à fédérer les énergies et à mener notre groupe d'amis à la victoire. Un scénario étonnant, inattendu, surprenant, stupéfiant même, mais surtout terriblement poignant. Angry Birds a clairement su dépasser son maître en incarnant bien mieux que Transformers les valeurs de courage, d'entraide et de camaraderie qui leur sont chères. Dans des scènes de bataille d'anthologie, l'auteur a aussi su distiller avec force tout son humour. Certains détracteurs diront qu'il n'y avait qu'une seule et unique blague répétée jusqu'à l'épuisement. Mais leur voix est minoritaire. Oui. Mais voyez-vous, Giovanni, cet arc est également fondateur car il décrira pour la première fois l'union cocasse des cochons et des oiseaux, ennemis d'hier mais alliés d'aujourd'hui, dans leur quête pour sauver les œufs et Piggy Island. Et sans enfoncer les portes ouvertes, je souhaiterais juste évoquer cette scène où Optimus Prime Bird utilise un lance-pierre géant pour se propulser sous forme de camion oiseau sur Megatron Pig et remporter la victoire. Docteur Larouznovski, merci de nous avoir rejoints entre les nuances. Nous pourrions évidemment deviser des heures durant sur le sujet, mais le nuancier du connoisseur touche à sa fin et doit se refermer. Nous nous retrouverons demain soir pour un nouveau numéro consacré cette fois-ci à Sammy, l'écureuil samouraï. Un comics qui ne nous fera pas prendre des noisettes pour des katanas. Le nuancier du connoisseur, Jonathan Hume, Radio Kawa, bonsoir.
de retour dans Comics Outcast numéro 16. Merci pour cette revue. Ah bah de rien, vous savez. Avec plaisir. Hein. Moi, je suis sceptique. Je suis pas d'accord avec le deuxième. Mais... Ça a l'air aussi bien que Capture Créature. Oh, ok, carrément. Ok. Non, pas déconner non. N'exagérons rien. C'est Lucille qui va reprendre la parole pour nous parler cette fois-ci de Promethea. Promethea. Ou Promethea. Moi je vais dire Promethea pendant toute la Promethea. voilà, non, c'est moi qui me la présentation. pète. Promethea. Voilà, donc Promethea qui est une héroïne, le comics porte son nom bien évidemment, donc c'est une héroïne créée par Alan Moore et G.H. Williams III, le troisième du nom, The Third. Ouais. Voilà, donc c'est une série en 32 épisodes qui a été publiée entre 1998 et 2005 dans la collection America's Best Comics qui a été créée par Alan Moore chez Wildstorm avant d'être vendue à DC Comics. Donc rapide présentation parce que je sais qu'effectivement ça paraît très flagrant, Alan Moore, etc. Mais on ne sait jamais. Donc rapidement présenté, Alan Moore, c'est quand même l'écrivain complètement barré qui a fait les Watchmen, qui a fait V pour Vendetta, il a commis la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Mais arrêtez, ça défonce, mais fermez-la. Mais vous bâchez. Mais c'est trop bien les Gentlemen. Oh mais ça va, c'était un petit troll. Moi j'aime bien, j'adore les Gentlemen Extraordinaires. Merci. Donc voilà. Il a participé à Killing Joke, il a participé à pas mal de Swamp Thing. Je fais une petite dédicace à Ben qui adore ça. Et notamment à From Hell, qui était vraiment très très cool. Quant au dessinateur, donc G.H. Williams The Third, il a participé à Hellboy, Batman, Green Lantern, Wolverine, donc il est un peu allé partout. Et en ce moment, il travaille sur la dernière série Batwoman qui est sortie. Donc vous avez forcément entendu ou vu Au moins un de ces trucs-là. voilà, c'est Au moins un des deux. Parlons un petit peu plus maintenant de Promethea. Qu'est-ce que raconte Promethea ? Alors, le comics commence en l'an 411 avant Jésus-Christ, à Alexandrie en Égypte. En fait, un païen mystique est attaqué par un groupe de chrétiens fanatiques. Il parvient à sauver la vie de sa petite fille. Pourquoi vous faites des chorégraphies ? Non, c'est Alexandrie. Ah mon Dieu, Vas-y. Alexandra. Voilà. Mon Dieu. Et déjà, Jo nous a fait tout à l'heure Claude François, donc je pense qu'il y a une espèce de gimmick ce soir. Enfin bref. Non, c'était pas Claude François, Donc, c'était Daniel Balavoine. Le fameux mystique parvient à sauver la vie de sa petite fille qui s'appelle Promethea, qui s'enfuit dans le désert. Là, elle y rencontre le dieu de son père, qui s'appelle Thoth Hermès, qui propose en fait une sorte de marché à la petite fille. En fait, il lui propose de le suivre dans ce qu'il appelle l'Immateria, qui est en fait le monde de l'imagination, où elle perdra alors sa forme physique, mais deviendra une histoire et gagnera ainsi l'immortalité. Donc ça, c'est l'histoire de la petite fille Promethea. Et ensuite, on se retrouve dans le monde actuel, le monde actuel entre guillemets du comics, qui est en 1999, donc qui est un futur, puisqu'il y a des voitures volantes, des trucs comme ça. Même si le comics est sorti en 98, c'est un 99 qui de toute façon n'existe pas du tout. Oui. Et là, en fait, on va suivre l'héroïne, donc qui s'appelle Sophie Banks et qui est une étudiante en journalisme et qui prépare en fait un article sur le mythe de Promethea dans le cadre de ses études. Elle va donc être amenée à aller rencontrer des personnes, etc. Et sans vouloir, on va dire, spoiler ce plot-là, en gros, à un moment, elle va se retrouver possédée par l'esprit de Promethea. En fait, Promethea, donc, elle est devenue une histoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une déesse, elle n'est pas une super-héroïne, elle est en fait dépendante de ce que les gens racontent sur elle. C'est une créature qui est créée par la littérature et par l'écriture. Donc ça en fait vraiment un personnage à part entière. On va dire qu'il y a vraiment une particularité. Je pense pas connaître un autre personnage vraiment. Elle tire sa puissance de la foi des gens un peu. Alors non, parce que c'est pas la foi, c'est vraiment l'écriture en tant que telle. Ouais. C'est-à-dire que pour invoquer Promethea, pour que Promethea fasse de vous son... Alors en anglais c'est Vessel, V-E-2-S-E-L. Ce qui est amusant, c'est qu'en plus en français, Vessel ça veut dire à la fois vaisseau et contenant. Donc ce qui fait, on sait pas Moi, si je fais c'est... jamais la vaisseau. Non, arrêtez la Donc double sens. Et en fait, pour que Promethea en fait fasse de vous son navire, son vaisseau entre guillemets, il faut que vous écriviez sur elle. D'accord. C'est pour ça que Sophie, en faisant des recherches, etc., pour son travail universitaire, se retrouve à écrire sur Promethea et qu'elle va donc se retrouver habitée par l'entité. Alors, à savoir que l'héroïne, donc Sophie, elle elle scelle en fait son destin lié à Promethea en écrivant un poème dessus. C'est un très beau poème d'ailleurs. Ouais, un très beau poème. Fait vite fait, mais très beau quand même. Voilà, donc en fait le principe c'est que cette héroïne-là, elle va être
être donc liée à Promethea et en fait elle va devoir partir à la découverte des pouvoirs de Promethea, de son univers, etc. Et en fait parce que tout simplement à partir du moment où Promethea prend possession d'elle, elle se retrouve en proie à des démons, à des trucs vraiment pas cool, genre ça parle un peu d'apocalypse, donc genre de trucs qui la change vraiment carrément de son quotidien. Et elle va donc devoir partir à la quête des pouvoirs de Promethea, de tout son background, en fait, tout ce qui l'entoure, qui sont les personnages qui se retrouvent attaqués et qui l'attaquent. Et voilà. Donc là, pour la partie synopsis, ça paraît un peu le bordel, mais en fait, si vous lisez le comic, vous vous rendrez compte que de toute façon, c'est le bordel. Donc pour situer un petit peu les personnages, donc il y a l'héroïne, donc Sophie, qui doit œuvrer avec sa Promethea. Il faut savoir que quand Promethea prend possession de vous, elle sait qu'elle est Promethea, mais elle ignore tout de son environnement, c'est-à-dire qu'elle récupère pas les souvenirs de la personne dans qui elle est, entre guillemets. Donc elle doit tout réapprendre. Donc déjà Promethea, elle réapprend tout, et en plus son hôte doit se dire c'est qui cette gonzesse. Une espèce de mise en abîme, voilà, c'est-à-dire que Sophie connaît le personnage, mais en fait quand elle l'est possédée, elle se rend pas vraiment compte. Ce sont vraiment deux personnes différentes finalement. De ses capacités, tout ça, ça disparaît quoi. Exactement. Sophie, elle est accompagnée de sa meilleure amie Stasia, qui est un personnage qui m'énerve énormément, mais qui aura une importance. Elle est très relou. Elle est super relou, elle est hyper caricaturale, elle est très vulgaire, elle est très agaçante. Bâche. Mais elle va aider Sophie du coup forcément dans ses aventures. À un moment elles se retrouveront même un petit peu face à face. Enfin je vous en dis pas plus, mais voilà, ce sera un personnage important. On croise aussi du coup Barbara qui est l'hôte de l'avant-dernière Promethea, puisque le principe c'est que Promethea est immortelle, mais si jamais son hôte se fait tuer, forcément Promethea disparaît avec, et jusqu'à la naissance entre guillemets d'une nouvelle Promethea, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un comic dans lequel on croise finalement assez peu de personnages masculins de premier plan. Ce sont que des personnages de second plan, soit ce sont vraiment des personnages secondaires, soit en plus ils ont un rôle pas très très cool, comme par exemple un des personnages qu'on croise dans le premier tome, c'est Jack Faust, qui est en fait un puissant sorcier. Et pour vous dire la classe de cet homme, c'est qu'en fait il propose à Sophie de lui apprendre la magie en échange de faveurs sexuelles. Voilà, donc voilà, très 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 haut niveau. Tranquille. Voilà. On croise des personnages un petit peu plus cool, masculins bien évidemment, faut pas exagérer, mais voilà, ils sont toujours un peu en retrait, ils sont un petit peu toujours secondaires, ou alors ils sont finalement acolytes d'un personnage féminin fort. On croise également les autres Promethea, puisque bien évidemment Sophie n'est pas la première, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, ce qui est vraiment intéressant dans le comics, c'est le mythe de Promethea en tant que tel. En gros, depuis que la petite Promethea a croisé Thoth Hermès dans le désert, le double dieu là. Voilà, il y a eu 8 Promethea en tout, elles sont toutes de formes et de styles différents. Il y en a 6 qui sont présentes dans le bouquin, en plus de la Promethea de Sophie. Vieille, jeune, grosse, grande, petite, il y a même une enfant, donc elles sont vraiment extrêmement différentes. Il y a 2 autres Promethea qui sont juste comptés dans le comics, un petit peu plus tard. Pour situer un peu, c'était 2 individus, un chrétien et un musulman, qui s'étaient affrontés l'un et l'autre durant les croisades, sachant qu'en plus il ne peut y avoir qu'une seule Promethea au moment M dans le temps, donc c'est fait que ça avait foutu un gros bordel. Donc on sent déjà qu'il y a tout un... Ça fait un peu Buffy avec Buffy qui meurt et il y a une nouvelle tueuse qui est truc et il y a Face qui débarque et merde il y en a 2, il y a une anomalie là. Ah c'est pas con. Attends, j'avais pas pensé à ça. Bah oui. C'est récurrent. Je suis pas assez wooden fag. C'est récurrent dans les histoires ce genre de oui, bien évidemment. Et d'ailleurs ça revient un peu dans ce Promethea là aussi d'une façon un peu détournée, mais voilà. Donc en gros le comics Promethea propose vraiment son propre univers qui est équilibré donc entre le monde réel de ce New York un peu futuriste et Immateria qui est donc le royaume de l'imagination. Donc par principe tout y est possible. C'est construit sur plusieurs niveaux, donc c'est un peu le principe de l'enfer de Dante, tu passes dans plein de trucs différents, etc. À chaque fois ça aborde différents aspects de l'imaginaire, à travers l'émotion, la philosophie et tout ça. Donc Sophie elle devra passer au travers de ces différentes étendues d'Immateria pour partir à la quête des pouvoirs de Promethea et avoir bien sûr la possibilité d'aider ses compagnons de route et ainsi devenir la meilleure Promethea de tous les temps. Voilà. L'univers donc, Alan Moore a vraiment créé un univers extrêmement varié à partir de références, mais le nombre de références, j'ai essayé de voir un peu, mais c'est complètement ouf. Il va piocher dans à peu près toutes les religions possibles. Il va piocher pas uniquement dans la religion, mais aussi dans la culture de manière générale. Puisque par exemple, il y a une des hôtes de Promethea qui était une illustratrice de comics, pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, elle dessinait la guerrière égyptienne aidant les soldats sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale.
Et en fait, du coup, quand Prométhée a pris possession d'elle, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et ça, par exemple, ça c'est typiquement, c'est complètement inspiré de ce qu'on appelle la légende des Anges de Mons, qui est en fait une bataille. Donc ça se passait en Belgique. C'était une bataille allemande contre anglais, il me semble, en 1914. Et en fait, les Anglais ont réussi à battre les Allemands, enfin à mettre les Allemands en déroute de façon limite incompréhensible. Et en fait, quand ils se sont intéressés à la bataille, ils se sont rendus compte qu'il y a eu une espèce d'énorme hallucination collective où tous les Anglais sont persuadés d'avoir été aidés par des anges guerriers. Donc c'est la légende des Anges de Mons, c'est quelque chose qui... Alors forcément c'est une légende urbaine, mais c'est quelque chose qui est arrivé pendant la Première Guerre mondiale. Et donc là, Alan Moore l'a directement repris en disant c'est cette nana-là qui a créé Promethea, qui expliquait qu'elle se battait sur le champ de bataille, etc. Donc c'est pas uniquement la religion, ça prend vraiment beaucoup de références un petit peu partout. Au niveau du folklore aussi, par exemple, la Prométhée de Sophie, elle a une armure dorée d'inspiration gréco-romaine, elle a un tissu semblable à une toge, elle garde toutes les inspirations d'Égypte, elle a un bâton avec les 2 serpents qui sont en fait la représentation du fameux dieu Thoth Hermès qu'elle sert en fait en tant que Prométhée. La caducée. Et pharmacienne voilà. en fait. C'est ça. Oui, c'est le même symbole, mais c'est pas vrai. Voilà, elle a un tatouage de scarabée ailé dans le dos, elle a un énorme tatouage du dieu Thoth sur le mollet. Donc le dieu Thoth, c'est un dieu à tête d'ibis et c'était le seigneur du temps. Donc en plus, voilà, Prométhée immortel, blablabla. Je me rappelle, parce que dans le jeu, avec les boules là, il y a... C'est Thoth qui apparaît. Comment ça s'appelle? Où tu dois envoyer des boules là? Ah, Motus? Non. Le billard. Ah bon, j'ai oublié le nom, ma blague est pourrie, donc c'est pas grave. Allez. Pinball. Non, mais ce truc... Ah bon, on s'en fout. Enfin allez. bref. Et du coup j'en étais où? Ah oui, et donc voilà, et donc Alan Moore s'est servi de tout ça, et donc en appuyant en fait, en faisant vraiment de Prométhée un hommage à la littérature et l'écriture de manière générale. Elle est vraiment, voilà, c'est une entité de l'imagination, elle est par définition éternelle. Au cours de l'histoire, elle a été créée entre guillemets par des poèmes, via des nouvelles de pulp fiction, des comics, des dessins. Donc Sophie qui écrit effectivement un poème pour pouvoir faire naître sa Prométhée. Sachant qu'en plus Prométhée n'a pas eu que des hôtes féminins, il y a tout un passage où en fait c'est par exemple l'avant-dernière Prométhée, donc Barbara, en fait son mari écrivait des histoires sur Prométhée, mais Prométhée a pris possession de son épouse. Par contre, il y a eu un autre moment où c'était un dessinateur de comics homosexuel d'ailleurs, qui en fait écrivait des histoires sur Prométhée, était devenu Prométhée également, donc était un hôte de Prométhée, et qui en fait a eu une fin complètement tragique, puisque sa Prométhée est tombée amoureuse d'un homme qui, au moment où il a compris que c'était 2 personnalités, l'a finalement abattu. Enfin, une histoire extrêmement dramatique qui est racontée d'une façon assez superbe dans le comics. Voilà, donc il y a vraiment les incarnations différentes des Prométhée, les autres différentes des Prométhée, tout l'immatériel, la façon de prendre tous les codes, etc. C'est vraiment... voilà. Et sans compter, j'ai pas du tout abordé la question du New York futuriste, qui pareil est chargé de codes complètement fous. Genre par exemple le maire de New York. Le maire de New York est une personnalité d'un schizophrène qui a été élu. Voilà, il a 42 personnalités, je crois, et du coup, il y a une de ces personnalités qui a été élue maire de New York. Donc voilà, donc tout part dans tous les sens. Donc c'est pas vraiment évident à lire parce qu'on se perd vite. Il y a beaucoup de références. C'est très chargé. C'est très chargé, pas uniquement au niveau de l'histoire des personnages, mais aussi au niveau du dessin. Vous avez des passages, notamment justement quand il commence à entrer dans Immateria. C'est un bordel, il y a des trucs partout et on a juste envie de tout regarder et du coup, on se souvient plus. On est obligé de revenir à la page d'avant pour savoir ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment c'est pas indigeste mais presque, mais si vous avez le courage de persévérer, franchement à partir du 2e tome, donc là du coup c'est réuni en 5 tomes maintenant, vous le trouvez assez facilement, à partir du 2e tome où vraiment l'exposition est totale et elle est faite, là vous plongez complètement dans le mythe de Prométhée et ça part en live et c'est vraiment vraiment délectable. Zef. Alors moi oui, je suis pas aussi fan que ça. En fait, moi, j'ai à peine fini le premier tome. J'ai même pas fini d'ailleurs. Je suis arrivé à la fin de l'épisode 4 et j'ai pas réussi à accrocher du tout en fait. Pourquoi donc? Alors, quand tu parlais de dessins très chargés, en fait, pour moi, ça l'est vraiment trop. C'est extrêmement chargé. J'accroche pas au type de dessin en fait. Je le trouve un peu trop brut. Et du coup, j'ai un peu de mal en fait à rentrer dans l'histoire à cause de ça. Il y a trop de choses. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais par moments en fait je le trouve trop simpliste dans l'action. C'est-à-dire que l'action qui se passe en fait elle est trop simplement dessinée, donc du coup on n'a pas une impression de mouvement, de baston, une véritable impression de vitesse en fait, et à la fois c'est trop chargé. Donc il y a beaucoup de choses à essayer de regarder en même temps. Moi ça me gêne à lire. L'histoire, j'ai pas réussi à rentrer dedans, je la trouve un peu trop
téléphoné, je vais dire. Il y a beaucoup de choses qui sont téléphonées. Son sidekick qui est un peu casse-couille, le côté super meuf badass et tout. Et pourtant, j'adore les comics sur les meufs ultra badass qui pètent des gueules à tout le monde. J'ai lu Vampirella pendant très longtemps. J'ai lu du Red Sonja pendant très longtemps aussi. Je vais commencer à en relire aussi. Donc j'aime beaucoup ce genre de personnage, mais là j'ai vraiment pas accroché. En fait, le personnage, donc le vaisselle de Promethea, je la trouve pas du tout charismatique. Je la trouve pas du tout intéressante. Donc c'est un héros qui m'intéresse pas. Déjà c'est mal parti. Et le héros de Promethea, en fait, même si son origin story est excellente. Le côté, je prends possession des gens par l'écriture et par le fait qu'elle existe par l'écriture des gens. Je trouve que l'idée est fantastique, mais bon, c'est une idée d'Alan Moore, donc c'est forcément très bien. Mais pour le coup, le reste, vraiment, j'ai pas accroché. Il y a une j'imagine par la suite une mythologie de malade quand on parle de la secte des vilains et de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc j'imagine qu'il y a énormément de trucs à connaître, mais j'aurais jamais le courage de persévérer. Il y a un passage que j'ai adoré, c'est le passage avec le petit chaperon rouge, avec la mitrailleuse. Ouais, trop bien. C'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer, et j'aurais adoré que ça continue dans ce thème-là, en fait. Mais malheureusement un peu plus léger. Et du coup, ça m'a fait penser un petit peu à Fable à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça me fait aussi penser à Darkstalkers. Merci, exactement. Avec Bibi Hood qui est un petit chaperon rouge complètement qui boit d'alcool, qui fume aussi. Donc du coup, ça, j'aurais beaucoup aimé un comics dans ce style-là, ça ne l'est pas, donc j'étais vraiment content de lire ce passage-là, ça m'a un peu donné du cœur pour remettre de son, mais finalement j'y suis pas allé. Au niveau du dessin, je reviens en fait, je vais faire une comparaison pour ceux qui connaissent. En fait, il y a un petit moment, j'avais essayé de lire un truc qui s'appelle Gravel de Warren Ellis, et parce que l'histoire m'intéressait à mort, et en fait ça a été le même problème, c'est qu'au niveau des dessins, j'ai absolument pas accroché. J'avais acheté 2 tomes. J'ai fini difficilement le deuxième en me disant c'est bon, je peux vraiment pas aller plus loin, l'histoire était pas si ouf que ça. Mon Warren Ellis, on le connaît ou pas, mais pour le coup ça m'a fait vraiment penser à ça en me disant ça a l'air vraiment très bien, mais j'y arrive pas, je peux pas aller plus loin que ça. Okay. Mais c'est vrai que par rapport à Capture Créature, c'est pas aussi minable. Non, mais tu me fais penser à un truc, pour le coup, Promethea, il y a un truc qui, alors c'est très chargé au niveau des dessins, je l'ai dit, je le reproche, mais je vais appeler ça de l'enluminure. Ouais. L'enluminure de chaque page est hallucinante. Vraiment, pour ça, j'ai kiffé de ouf tourner toutes les pages. C'est vraiment, tout est bien fait. Il y a le soleil d'un côté, la lune, il y a plein de symboles. Il y a tout un truc qui est vraiment décoré. Et pour le coup, ça, c'était vraiment sympa. J'imagine qu'en hardcover ou même en omni, ça doit juste être un vrai plaisir en termes de grimoire en fait à tenir dans la main et à feuilleter. Oui, j'enchaîne. J'ai pas lu tout Promethea, moi perso, j'ai commencé il y a assez longtemps, je crois que c'était peut-être à la fin des années 90 justement quand c'est sorti, et j'ai un peu lâché à l'époque pour les mêmes raisons que toi, Zef, et plus récemment, enfin dans les 5 dernières années, j'ai découvert Williams 3 en fait, le dessinateur, et en fait personnellement, moi je pense que ce type est un génie, et que effectivement il fait plus des tableaux que des pages de comic books, on est d'accord. C'est très, on est d'accord sur le fait que quoique il s'est vachement amélioré sur le côté moins statique de ses planches ces dernières années. Je lisais Elegy Batwoman, c'est vraiment le bon mix justement entre ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire des trucs très graphiques et statiques, mais avec beaucoup plus de dynamisme dans les scènes d'action et tout. Toujours est-il que je vais peut-être me remettre à Promethea justement parce que ces derniers temps je me remettais à lire tout ce qu'avait fait Williams 3 parce que quand j'aime ce que fait un dessinateur, je deviens un petit peu monomaniaque, et j'avais complètement oublié que c'était lui qui avait fait Promethea, quoi, et du coup je pense que je vais peut-être me remettre dedans. Et si jamais vous aimez ce genre de dessin, parce que Zef n'a pas aimé, mais je pense que ça peut tout à fait plaire à certaines personnes parce que c'est quand même vraiment très très beau, on peut pas le nier, et Williams 3 c'est un dessinateur intéressant dans le sens où son style, c'est plein de styles en fait, c'est-à-dire que c'est un dessinateur qui vampirise un petit peu les styles de plein de genres et même de plein d'autres dessinateurs de comics. Il a beaucoup fait ça avec Grant Morrison, où il s'adaptait, où il faisait une planche très Jack Kirby, ensuite il faisait une planche très le mec qui a dessiné justement les Gentlemen Extraordinaires. Il est un peu versatile comme ça, c'est un peu un dessinateur caméléon, et je trouve que rien que pour
ça, ça vaut le coup d'œil parce que vous verrez pas ça ailleurs. C'est vraiment un dessinateur assez particulier. Et en ce qui concerne Promethea, effectivement, j'avais le souvenir d'un truc un peu touffu et difficile d'abord, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul des années, je me replongerai bien dedans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors pour répondre à Joe directement, en fait, il y a plein de trucs qui sont vrais et pour lesquels je vais corriger un petit peu. En fait, le côté tableau, enfin c'est vrai qu'il il fait énormément de double page en fait. Donc il y a énormément de trucs qui ressemblent à des fresques et c'est vrai que c'est sublime. Et juste sur ce point-là, pour le coup, achetez-le vraiment parce que sur iPad, ça ne donne pas du tout la même chose. Directement à ce que j'allais dire, c'est que vous voulez pas me laisser dire un truc en fait, c'est ça. Bah vas-y, Adrien. non, je voulais dire que du coup voilà, j'avais l'enfant unique quoi. J'avais le bouquin sous les mains et que du coup je me rends compte que c'est quand même vachement plus facile de le lire en bouquin que en CBR aujourd'hui, enfin sur une tablette ou quoi, parce qu'il y a énormément de double pages, que c'est écrit un petit peu petit, il y a beaucoup de phylactères, beaucoup de d'enluminure, en effet les mises en page sont très travaillées, etc. Volants, des phylactères. Exactement. Et non, c'est les mecs qui collectionnent les timbres, je crois. Et voilà, donc il faut le lire, je pense, en papier pour apprécier le truc et pouvoir juger de la qualité graphique, vraiment. Bah, je confirme puisque je suis la seule ici, je crois, à l'avoir lu sur papier. Et par contre, au moins le premier tome, la suite, effectivement, je l'ai en numérique et ça passe vachement moins bien. Et juste, du coup. Oui. On est parti sur la conclusion ou pas ? Non, vas-y. Non, pas spécialement, d'accord. Parce que en fait, j'avais oublié de préciser, mais il y a un sous-titre en fait sur la couverture du tout premier issue, qui est vachement sympa puisque le sous-titre, déjà les couvertures sont vraiment très chouettes. Et en plus le sous-titre c'est If she didn't exist, we would have to invent her. Ouais. Donc voilà, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc qui est une phrase complètement éculée, mais qui en fait dans le cas de Promethea prend absolument tout son sens. Voilà. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de couverture. La première couverture a été, une des, je sais pas si c'était la variante, je suis pas sûr. Maintenant, c'est. Ah zut, j'ai un blocage, j'ai oublié son nom. Mais Alex Ross, merci. Pas Alex Ross qui a fait des, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Alex Ross qui a fait des super variantes cover pour Darth Vader qui sont vraiment super bien. Et pourtant, je suis pas très variante cover, mais c'est vrai que c'est joli. Il y en a qui sont ultra cool. Bah Alex Ross c'est un peu un demi-dieu. Et si, alors j'aimerais juste défendre un petit peu la personne de Stacia, hein, donc qui s'est fait bâcher, parce que moi en fait c'est un petit peu la seule personne à qui je m'accrochais pour rire. Pour essayer de, parce que genre je sais pas, je la trouve même pas drôle, chercher un peu d'humour ou de second degré là-dedans, parce que sinon je sais pas, c'est sérieux, mythologie, machin, tout ça et tout, et à côté tu vois j'avais besoin de temps en temps que quelqu'un soit un peu plus terre à terre et me fasse un peu rigoler quoi. Alors c'est pas la personne la plus drôle du monde, c'est pas la seule à essayer de faire rire, mais grosso modo comme on rigole pas des masses et qu'il y a beaucoup de choses à lire et qu'il y a pas, voilà. Ouais, c'est super sérieux, mais c'est quand même un personnage qui est super potache, enfin genre non, mais à des moments elle fait des blagues qui sont à la limite de l'homophobie. Et je pense que ça passerait pas aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'est un truc que je me suis dit putain, mais à l'heure actuelle ça passerait pas du tout. Et du coup tu te dis ok, mais du coup ça fait vraiment blague potache, et effectivement comme tout le reste est super sérieux, moi, ça m'a un peu perturbé. De toute façon j'aime pas les trucs vulgaires et je la trouve particulièrement vulgaire. Et je veux juste placer Alphonse Mouchat, c'est tout. Juste une question pour la suite que je ne lirai peut-être jamais. Dans les tomes suivants, est-ce qu'on parle beaucoup plus des anciennes Promethea ? Est-ce que c'est plus des focus sur elle, ou c'est toujours elle le héros, l'héroïne de l'histoire ? Non, alors c'est vraiment l'héroïne de l'histoire. Les anciennes Promethea en fait vont accompagner petit à petit Sophie / Promethea dans l'Immateria, mais aussi de retour à New York, etc., pour aller aider les gens et tout ça. Il y a une Promethea qu'on suit pas mal en fait, enfin une autre qu'on suit pas mal, qui est en fait l'avant-dernière Promethea, puisqu'en fait du coup cette nana-là manque de se faire tuer, et c'est comme ça que finalement Sophie prend un peu le flambeau de Promethea. Et en gros, bon, du coup là je vous spoil, mais à un moment cette nana-là elle va mourir, hein. De toute façon elle est à l'hôpital, elle est à l'agonie, hein. C'est pour ça qu'elle récupère Promethea, donc c'est pas vraiment un secret. Et du coup en fait Sophie va aider cette nana-là à trouver sa place dans l'Immateria, et éventuellement trouver la place de son mari qui était décédé un petit peu avant, etc. Donc il y a une espèce de petite romance, mais qui est pas trop cucu, donc ça passe nickel. Et donc on va les croiser, elles vont aider, mais c'est vraiment la Promethea de Sophie qui est l'héroïne totale. Mais moi je trouve ça pas plus mal en fait, enfin, contrairement peut-être à Zef, mais moi en fait là en lisant le premier tome, tu vois, au bout d'un moment j'avais envie de dire putain mais allez on peut se concentrer sur un truc, parce que genre ça arrête pas de switcher, genre, et l'ancienne elle fait ça, et puis la nouvelle elle fait ça, et puis en fait il y
avait ça, quand t'avais pas dit, et puis en fait il y avait ça. Et tu sais, au bout d'un moment tu fais waouh, est-ce que l'histoire elle peut avancer d'une manière ou d'une autre? Ouais, effectivement, en fait, mais ce que je voulais savoir, c'est du coup, parce qu'il y a des focus qui ont l'air ultra intéressants à faire sur les anciennes Prométhée, et je voulais savoir si à un moment ça allait se concentrer un peu plus sur ça pour expliquer une origine ou un truc comme ça. Comme à chaque fois qu'il y a un focus, c'est à peu près. Enfin, tu vois, ça te prend la moitié du bouquin, et puis c'est très très verbeux, et puis en plus, comme c'est écrit toujours avec des enluminures de ouf, c'est assez difficile à lire, beaucoup de trucs manuscrits, etc. Donc, moi, à chaque fois qu'il y avait des focus, je fais bon, ok, d'accord, je vais en chier. Enfin, bon, c'est un bouquin que j'ai un peu lu dans la douleur, hein, quand même, je dois dire. Ouais, quand même. Mais pour le coup, enfin, je vais faire une petite transition facile pour moi, mais pour le coup, ça m'a fait penser beaucoup à un jeu de rôle et ça m'a donné pas mal d'idées pour un jeu de rôle qui s'appelle Sion et qui a un truc sur les demi-jeux et pour le coup, là, il y a énormément d'idées à piocher dedans, quoi. On va passer, merci Lucille pour cette présentation, c'était très sympa, moi j'ai vraiment apprécié, je pense un peu comme Zef, mais que je vais peut-être pas persévérer parce que c'est vrai que l'histoire est vraiment intéressante, mais ça plonge trop loin, ça gratte un peu trop loin. Mais c'est vraiment sympathique, mais si vous avez le courage d'affronter ce bloc, allez-y. C'est quand même très bien dessiné, très bien écrit, mais c'est plein les yeux. Et si vous le lisez, lisez-le physiquement pour de vrai. On va passer à Hors les bulles. Ah non, mais le départ. Ah oui non. Pardon. Ta-da-ta-ta. Excusez-moi. C'est la fatigue. Hors les bulles cette semaine. Pour ce 16e numéro, on va revenir un petit peu sur Agent Carter. C'est de pire en pire cet accent. Agent Carter. Capote. Qui donc c'est fini le mois précédent. On ne sait toujours pas aujourd'hui, à cette heure-ci, s'il y aura une saison 2. Est-ce que vous avez vu la deuxième partie des 4 derniers épisodes de la série? Oui. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez aimé? Et quoi? Aimé. Ah, moi j'ai kiffé ma race, ouais. Alors, est-ce que quelqu'un va me raconter un peu la deuxième partie? De toute façon, tout le monde a regardé là, c'est bon. Oui. Je pense Je sais pas, quelqu'un Bah, va raconter. C'est une héroïne un peu badass, bon, je me dis que tu dois forcément kiffer. Parce que c'est Oui, toi, justement, c'est est-ce que ton vous voulez personnage. vraiment avoir quelqu'un de complètement pas objectif en premier Non, commentaire? oui, On vas-y, a vas-y. besoin d'un Ben à chaque épisode. Ok. Oh bah je sais pas si c'est un compliment. Mais... moi j'ai lu les trucs. Et C'est cool, c'est quoi? donc Agent Carter, effectivement, non c'est pas vrai, je suis pas complètement pas objectif du tout puisque je suis quand même consciente qu'il y a quelques défauts, mais je trouve que c'est en soi une bonne série, c'est-à-dire que voilà, il y a pas beaucoup d'épisodes donc on n'a pas trop le temps de se faire chier, il y a un petit peu d'exposition mais pas trop, c'est-à-dire qu'effectivement Pardon, excusez-moi. il y a Pas non, tant que il y ça. a pas de nichon. Non. Justement le petit Au côté début, un quand peu elle est un peu en- le premier épisode, effectivement elle joue la carte sexy, Ah là 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 mais là là justement là. parce que forcément C'est pour le mon épisode préféré. je les ai binge-watchés justement pour pouvoir préparer l'émission, donc je me suis pas du tout forcée à aller tous les regarder à la suite pendant 8 heures, c'était juste parfait, c'était merveilleux. Et justement c'est là que j'ai pu me rendre compte qu'effectivement ce petit côté sexy était pris dans le premier épisode, puisque donc elle va dans la boîte, elle a une jolie robe et compagnie, mais Ça du coup, disparaît. voilà, c'est plus du tout repris dans les autres épisodes. Et voilà, moi il y a 2-3 trucs qui m'ont gêné sur la fin notamment. Je trouve que la fin fait beaucoup trop écho à la fin de Captain America, et j'ai beau être une énorme fan de The First Avenger, j'avais dit mais what the fuck quoi. Alors la fin de Captain America ou la fin de Titanic, on sait jamais. C'est vrai. Non. Je t'en rappelle pas. La Non. fin de Titanic. Oui, quelqu'un qui lance un truc dans le haut. Oh putain mais non. Mais non, moi je te parle pas de ça, moi je te parle du plot twist où elle est derrière un micro à essayer de convaincre Howard Stark de rentrer à la maison. Et dans Captain America, elle est derrière un micro en train de convaincre Steve Rogers de pas se planter dans la glace. Mais en Tu fait, vois, je me disais, jusqu'à m'a cet saoulé un peu, épisode quand même. 8, du coup, je me disais, c'est pas mal, parce que ça fait pas trop de fanservice, en fait, genre c'est assez indépendant du MCU. Enfin bon, du coup, moi je suis pas un expert, je pense que les clairvoyants. Les clairvoyants et d'autres experts en parleront beaucoup mieux que nous sur le fanservice, enfin tu vois, genre toutes les connexions qu'il y a eu. Moi ça m'a pas choqué, j'ai pas trouvé ça trop tiré, trop relou, mais dans le dernier épisode il faut bien avouer que oui, ok, d'accord, ça ne pourrait pas vivre sans Captain America. Moi je trouve ça bien, moi. Non, justement, je trouvais que l'écho sur le dernier épisode et le plot twist, justement, c'était plutôt intéressant en fait comme vision
de l'agent Carter. En fait, c'est une espèce de rédemption qu'elle avait contre, en fait voilà. sur le truc. Par contre, c'est bien, c'est que cet épisode-là donne quasiment tout le sens à la série. Voilà. En fait, que d'un coup, on tout disait, le long, ok, d'accord, c'est un deuil en fait. Enfin, ouais, voilà, tout le long, elle est en deuil du truc de Captain America. Elle n'arrive pas à s'en détacher. Elle vit en plus dans l'ombre totale du héros parce que on la rejette, on reconnaît pas ses faits, on reconnaît pas qu'elle a été avec lui, qu'elle l'a carrément aidé, qu'elle l'a entraîné sur plein de choses et tout. Et là, pour le coup, c'est une vraie rédemption de réussir à sauver une vie qu'elle aurait pu réussir à sauver. Elle aurait pu sauver la première fois. Voilà, c'est exactement ça. Et donc pour le coup, moi j'ai trouvé ça vraiment bien pour ce passage-là. Disons que j'ai trouvé ça un petit peu... pardon. Non, vas-y. En fait, ce qui me gêne un peu, et là du coup c'est un avis qui est purement personnel, j'aurais bien aimé en fait que Peggy Carter soit un petit peu plus détachée de Captain America pour 2 raisons. Déjà, parce que merde, elle a son propre show, elle a pas besoin d'être derrière Captain America, elle a pas besoin qu'il soit partout. Il y a l'épisode où elle doit sauver le sang de Captain America, l'épisode où ils font référence à Captain America, etc. machin bidule. Oui, elle a combattu avec lui pendant la guerre et le fait plus maintenant, etc. Mais lâchez-nous un peu la grappe, et Dieu sait que moi la grappe de Captain America je l'adore, hein. Mais lâchez-nous la grappe avec Captain America, là on est sur Agent Carter. Voilà. Ah là là. Et deuxième chose, simplement parce que je sais pas comment l'exprimer, mais en gros ça fait un peu dès qu'on parle de Captain America, elle est émue, elle a les larmes aux yeux, etc. Oui, le deuil, blablabla. Mais du coup j'avais pas envie de voir un personnage féminin être au bord des larmes à chaque fois qu'on parle de son ancien amoureux entre guillemets, sachant qu'en plus elle est toujours en train de se battre en disant mais c'était pas parce que j'étais sa meuf, c'était parce que je me suis battue avec lui. Et là du coup moi ça m'a fait chier quoi. Alors est-ce que tu es familier, excuse-moi Adrien, tu es familière avec ce qui s'appelle le Bechdel test? Le test de Bechdel. Ah oui, tu comptes le nombre de personnages féminins, combien de temps elles parlent, et si elles parlent d'autre chose qu'un homme, c'est ça? Si quand elles sont seules, elles parlent d'un homme. Oui. Et ben en fait dans cette série je pense c'est l'échec absolu parce que justement c'est le problème de vouloir mettre une héroïne aussi badass qu'elle soit, mais en fait de toujours la mettre en référence exactement comme tu dis à un homme qui n'est même plus présent, mais de juste faire sa référence, la transforme en une mièvre désagréable et insupportable, alors que pendant 40 minutes elle est exemplaire, elle ferme leur clapet à tous les mecs qui sont là, aussi insultants, désagréables qu'ils puissent être, mais pendant 3 secondes dès qu'on dit c'est et là elle pète un câble. Immédiatement et ça ruine tout, et ça je pense que c'est un problème dans cette série. Ça m'a saoulé. Et pourtant voilà, effectivement, elle casse le cul de tous les mecs qui sont dans l'entourage. Elle a une némésis qui est une femme elle aussi. Elle est bien en plus. Qui est fantastique. Darcy Underwood. Ah non mais franchement, en fait du coup cette fin de série, je trouve qui introduit ces 2 nouveaux personnages là, je le trouve vraiment bien pour ça, tu vois. Ah non. Vraiment voilà, donc ce qui fait que c'est dommage de la rendre super fragile émotionnellement alors que physiquement elle est capable d'envoyer, c'est bien qu'il y ait un équilibre entre les deux parce que voilà, c'est un être humain, oui. Je veux dire c'est une femme normale, voilà, elle peut casser des culs et avoir envie de pleurer de temps en temps, ça nous arrive, tu vois. Mais voilà, moi ça m'a fait suer parce que j'avais envie que ça soit un personnage à part entière et pas que ça soit un personnage de Captain America. C'est comme ça qu'elle a eu sa série, et c'est bien, ils auraient dû l'affirmer plus en tant que personnage toute seule. Et du coup, s'il y a une saison 2, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à en faire la Agent détacher Carter, encore plus. Voilà, où en fait ça sera plus du tout lié à Captain America, mais là où elle sera liée finalement à la création de plus vraiment Shield. un Stark et Jarvis quoi. Exactement, puisque parce que bon, Jarvis voilà. Tu l'as pas aimé? Il est intéressant comme personnage, mais du coup il n'est pas du tout poussé en profondeur. Quand on parlait, j'ai réécouté parce que j'étais pas là quand vous avez parlé du début de la saison avec Ben et Stéphanie, je crois. C'est ça. Et donc c'était à l'épisode 3 ou quelque chose comme ça, et vous disiez bon, Jarvis il est un petit peu pâteau, on aimerait bien qu'il prenne un petit peu du galon, de l'assurance, etc. au fur et à mesure du truc, et au final même jusqu'au dernier épisode il est quand même un petit peu le boulet de service. C'est pas vraiment qu'il est boulet, mais effectivement il n'est pas du tout... C'est-à-dire que quand on avait fait l'émission, il me semble que c'était juste après l'épisode où en gros avec Agent Carter ils se retrouvent dans les égouts, ils vont à la recherche des trucs volés de Stark, et là on en apprend un peu plus sur son passé, comment est-ce qu'il est arrivé au service de Stark. Exactement, et du coup on se dit ah ouais, mais en fait le type il a fait l'armée, il sait faire des trucs et des bilules et tout. C'est pas une dame. Tu dis va y avoir un truc, surtout qu'en plus il y a je sais que ça avait créé de grosses spéculations sur le fait qu'on ne voit pas physiquement sa femme. Et du coup on s'était dit ouais, Jarvis, background de ouf et tout, et en fait c'est pas du tout abordé, donc même s'il a un background de ouf on sait pas, donc c'est un personnage sympathique mais qui du coup est même s'il est très attachant, reste un peu creux. Zef.
Pour revenir sur Jarvis, bon, ça reste pas non plus, de mémoire, même dans les comics, ça pas non plus un gars qui a un passif de malade, non? Mais de toute façon, là, tout ce qu'on voit, je suis noob, hein, mais est-ce que il y a beaucoup de références là à ce qui se passe dans les comics? Vraiment, en fait, il y a très peu de personnages. Je vais pas me lancer là-dedans. Honnêtement, j'ai pas le passif nécessaire pour en parler correctement. Écoutez, les clairvoyants, ouais. Voilà. Non, mais je crois. John Carter n'existait pas avant. Si, elle existait. Si, elle existait dans les comics. Avec les Harlem Commandos et tout ça. Et est-ce qu'elle avait déjà ce rôle dans le Shield, etc. Alors, elle fait partie des créateurs du Shield. Hein. C'est historique. Elle a fondé le Shield avec Howard Stark. Ils ont gardé cet aspect-là aussi, d'ailleurs, dans la série Agents of Shield. Exactement. Et du coup dans le one shot, puisque donc le one shot d'Agent Carter qui était après Iron Man 2 je crois, je sais plus, enfin bref, il y avait toujours ces petits voilà, qui sauront mieux que moi, mais donc le fameux one shot sur Agent Carter et qui du coup a donné à tout le monde envie de dire vas-y fais toute série. Effectivement ça se terminait sur Agent Carter qui recevait un coup de fil de Howard Stark qui lui disait est-ce que tu veux venir fonder le Shield avec moi, et c'est pour ça que tous ceux qui se disent ok si vous nous faites une deuxième saison on veut absolument que ça soit la création du Shield, tu vois. Oui, parce que là on s'attendait à ce que on apprenne pourquoi Jarvis devenait ce qui deviendra plus tard, comment le Shield, etc. Exactement. Non, mais du coup voilà, en fait finalement ça nous a apporté assez peu de choses sur la création, sur la mythologie du Shield. Je pense que c'était pas le but de la série. Oui, je pense pas non plus. Mais en fait, pour le coup, je pense pas que ce Jarvis-là deviendra ce qu'il doit devenir dans les comics parce qu'il n'y a pas de relation. Je pense que c'est juste pour moi, c'est un nom. Ouais, c'est un nom qui est là, une référence à l'enfance dans l'enfance de je pense pas. À mon avis. Quand vous dites devenir ce qui devient dans les comics, vous parlez du truc l'intelligence artificielle. Alors je j'ai pas connaissance exacte de ce qui se passe, mais ça reste de toute façon une sorte d'hommage. Visiblement, il aurait inspiré son intelligence artificielle de Jarvis. Pour moi, c'est Tony ou alors Howard qui a dû perdre Jarvis d'une façon ou d'une autre et qui se dit il m'a servi, j'ai créé ça. Ouais, mais c'est Tony qui a créé quand même l'intelligence artificielle. Alors du coup voilà. Ouais, mais voilà, ça reste que le nom en fait, mais dans les comics Jarvis ça devient un peu plus que ça quoi. Bref, pour revenir sur Agent Carter, moi j'ai eu en voyant la fin, j'ai eu un doute sur une saison 2, mais vraiment. Même si ce serait super intéressant et mais elle n'est pas nécessaire. Voilà, elle n'est pas nécessaire. Moi j'ai même été un petit peu, je vais ramener le micro vers moi parce que moi j'ai mal au dos. J'ai été déçu en fait par le début d'Agent Carter parce que dans Agent of Shield on voit Peggy Carter arriver en 1944 je sais plus quoi pour sceller l'obélisque. Oui, dans le premier épisode de la saison 2. Voilà, on la voit. En fait je pensais que ce serait un véritable écho à ça en fait. Et qu'on reprendrait pas du tout ça. Ouais. Et ça m'avait un petit peu déçu en me disant ok bon elle est traitée comme de la merde chez les SSR machin et tout. Bon c'est plutôt dommage. Le reste c'est ce qu'il est. Moi j'ai vraiment kiffé la série surtout avec la deuxième partie et l'agent russe et tout machin. Donc tout est très bien amené. J'ai été ultra surpris de voir qu'ils osaient faire un voyage entre guillemets jusqu'en Russie pour découvrir la base. C'est Sacramento. Hein. Voilà, oui, bon, c'est pas grave, on s'en fout, mais la base du Léviathan, de tout ça, en fait, tout ce qu'il y a, en fait, ils ont osé plonger et créer une mythologie dedans, en fait. Je sais pas si le Léviathan existe dans les comics, c'est un truc, je sais pas du tout, mais voilà. Donc ils ont osé le faire là-dedans. J'espère que ça fera écho dans les films. Que ça sera répercuté. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, le seul truc que je regrette dans Agent of Shield et par extension dans Agent Carter, c'est que les films ont un écho sur la série. C'est génial. Moi j'ai juste ultra kiffé ma race saison 1, mais il n'y a pas de feedback. Voilà. Il n'y a pas de feedback de la série vers les films. Il n'y en aura pas, je pense pas. Moi je pense mais c'est mon avis. Moi je pense que si. J'espère. Mais bien sûr que si. Là la saison 2 d'Agent of Shield, elle est en train de je pensais pas, qui sortira dans 5 ans. Oui, mais je pensais pas à ça. Mais effectivement. Je pensais pas à ça quand je disais ça. Mais oui, mais en fait c'est pas vraiment. Théorie crafting, c'est pas notre émission. Non mais c'est parce que c'est avant. Mais en fait c'est pas la série qui influence. Voilà, en fait c'est ça. C'est juste qu'il y a un écho, il n'y a pas un feedback comme il y a eu de Captain America 2 vers Agent of Shield. En fait, c'est ça. Ils ont pas, je sais pas comment l'expliquer. En fait, il n'y a pas un truc où on verra le film. Après, il faut voir Inhumans, sûrement. Si je te comprends bien, tu veux dire que par exemple, ils mettraient un concept dans Agent Carter qui exploserait dans Agent of Shield. C'est ça que tu veux dire dans ce sens-là. Il y a un concept qui est abordé dans Agent Carter et qui sera légèrement abordé dans Age of Ultron, qui est la création des Black Widow. Oui.
Voilà, puisque visiblement, Dottie Underwood, elle fait partie de Ouais, cette formation, etc. Et Black Widow, elle vient de là. Donc Ouais, il y a mais quand même c'est des pas. petits éléments. C'est un écho, enfin, c'est un mini écho, on va dire. Moi, voilà, ce que je voudrais, c'est dire que les gars, ils créent un truc énorme dans Agent Carter, Ouais, ou Agent genre of un Shield, personnage qui passe d'un et truc que dans à le l'autre. film, les gars, ils fassent une référence de malade en fait. Et du coup, je kifferais en fait ces colas et pousser encore plus loin le vice avec un comic. Enfin, il y a le comics Agent of Shield, bon, j'ai pas encore lu, mais pour qu'il y ait vraiment une espèce de Un vrai tridimension. cross-média. Voilà, un vrai Mais- cross-média entre les trois et qui fasse un truc de ouf en fait. Alors pour le coup, Agents of Shield, j'ai lu le comics, ça n'a absolument rien à voir. Ils reprennent juste les traits des comédiens, mais ça part enfin ils se battent contre des Asgardiens, enfin des dieux d'Asgard, c'est Ouais, n'importe quoi. ils font ce qu'ils peuvent pas faire en série parce que ça coûterait trop de thunes. Mais moi, Et- ça me gêne. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ces deux séries, Agent of Shield et Agent Carter, sont juste des outils de promotion du MCU. Pour les Et moi, films, c'est ça qui est me- dommage. Moi, ça me gêne. J'ai l'impression de. En fait, je me dis, en fait, déjà l'un ou l'autre, si c'était pas connecté au MCU, est-ce qu'on les regarderait vraiment? Enfin, genre Agent Carter, c'est de qualité, il y a une belle lumière, des beaux acteurs et tout. Est-ce que je regarderais ce truc? Bonne question. Oui. Juste des infos concernant Agent Carter pour la saison 2. Sachez que pour les Satellite Awards, qui sont des récompenses données à tout ce qui est univers de science-fiction pour le film, le cinéma et la télé, donc film cinéma c'est pareil, elle est nommée 3 fois pour donc meilleure adaptation de série de super-héros à la télévision, une catégorie rien que pour ça, oui je Mais non, sais. c'est Flash direct. Non. Bah si. Meilleure actrice évidemment Agent Carter, Hayley Atwell, et meilleur guest c'est Dominic Cooper, donc le comédien qui joue Howard Stark, pas Tony Stark. Et deuxième info. les récompenses ont lieu quand? Je sais pas cette année. D'accord. C'est les Saturn Awards. Attends, j'ai écrit quoi? Oui, Saturn, excusez-moi. Saturn. Oh là là, pas satellite. Et la deuxième info rigolote à propos de ça, c'est que vous avez donc dû remarquer dans les épisodes, il y avait une espèce de nouvelle radio, de nouvelle diffusée à la radio. Vous savez, les aventures de Captain America, où il y a cette comédienne qui fait « Ah oui, Captain America, viens me sauver !» Vous rappelez de ça? Tu le fais super bien. Oui, t'as putain. vu? Non, oui, je travaille à la radio. Moi j'ai kiffé parce que sur le coup, tu vois tous les bruitages qui sont faits et tout, je trouve ça. Mais c'était fait comme ça. hein. Ouais, non, Et mais je d'ailleurs- sais, mais j'ai adoré. J'ai pas eu le temps de faire la recherche, mais si un de nos auditeurs peut me confirmer que le bonhomme qui joue Captain America, donc dans les nouvelles radios, si c'est bien le même mec qui fait le doublage de Captain America dans le jeu Ultimate Marvel vs Capcom, ou alors dans les dessins animés. Je suis quasiment persuadé que c'est le cas, mais j'ai pas fait la recherche. Donc donnez-moi ça sur Et donc- Twitter. Mais t'allais dire quoi en fait sur le truc? J'allais dire que s'il y avait une saison 2, en fait, les producteurs étaient en train d'imaginer faire un podcast en fait des émissions radio putain, des histoires de statue. Captain Bien. America. Ça pourrait être rigolo, ça ferait cross-média, puis ce serait Ouais. méta, voilà. Bon. Après, c'est pas très intéressant. Mon cul, ouais. Moi, Je pense que ce serait cool. Non, Des mais petits trucs de l'idée est 10-15 géniale, minutes. MCU fag. MCU, ouais. Dernier truc à ajouter, messieurs, dames? Bah si vous l'avez pas vu, regardez parce que ça défonce quand même. Oui, 8 épisodes, ça se booste très vite. Oups. Hayley Atwell, marry me, please. Oui, elle est très belle. Voilà. Moi, je suis pas spécialement envie de me marier avec elle, mais je veux bien qu'on se fasse un petit café. Un petit C'est quoi- café. C'est quoi un café? Moi, je vais lui Genre, faire des genre elle te pancakes sert tous le les café matins. ou? Un petit... Non, moi je lui sers ce qu'elle veut, y a aucun. Ok. Voilà. Merci, on va conclure cette émission. Bim Ah non, pardon. Avec la générique. Voilà. Ah la vache. Merci pour cette 16e émission. On va faire un petit tour de... non, on s'applaudit pas, non, on n'est pas à l'école du cirque. On va demander ce que vous allez faire maintenant. Lucille, qu'est-ce que t'as dans ton actu à toi? Où Moi, est-ce qu'on en ce moment, je joue beaucoup à City Skyline. Ah, c'est bien Et ce truc. c'est super cool. Si vous avez vraiment du temps à perdre, allez-y parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais, et c'est voilà. vrai, Et ouais. puis sinon, vous pouvez me retrouver le mardi soir, une semaine sur deux, dans Halo Central Sur sur Radio Radio Kawa. City Skyline, c'est bien, mais il faut juste changer la musique. Moi, je joue avec la musique de SimCity 2013. Voilà. Ah non, elle est pourrie la musique de City Skyline. C'est Oh, la bah, grosse merde. En fait, tu Ah, t'es si. refait ton SimCity à toi. Genre, je garde C'est la ça, musique voilà. et Avec tout une le vraie reste. playlist. C'est exactement ça. Zep, qu'est-ce que t'as à nous dire de toi Ben moi je joue beaucoup à Bloodborne. 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 À Bloodborne. Bloodborne, Pardon, oui. Bloodborne. Burn. Je joue beaucoup à ça. Faut que je m'occupe un petit peu plus de mon blog, mais ça c'est prévu aussi. Et je pars en GN demain. Qu'est-ce qui se passe les gars? Boum. Ok. Ça n'intéresse que moi, mais j'ai envie de le dire parce que je suis trop content. Adrian. Yeah. Moi là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer chez moi et je vais aller écouter de la musique de film porno.
Ouais, les mixtapes mais c'est- de films porno des années 70 là. Alors par exemple des mixtapes, mais Hyper aussi bien. des compiles, aussi. Oh, putain, des c'est super petits- J'ai la BO intéressant, ça. de, j'ai la BO C'est de super Emmanuel intéressant. 3 en vinyle. à C'est la vrai, maison, Zef, ça C'est un défonce. ça te plaît Ah, ça, j'aime beaucoup l'idée. On pourra en parler ou pas à un moment? Si tu veux, je peux venir t'en parler. Ah bientôt. ouais, j'aimerais bien que tu en parles. Faisons ça. Mais où ça? Chez moi. Voilà, c'est tout. Ok. Je m'exprime du coup ou pas. Je fais comme Zef, je joue, sauf que moi je pars pas demain en GN, donc je vais passer mon week-end sur Bloodborne. Enfin mon week-end non puisqu'on est lundi, mais Finir le niveau 1. Finir le niveau 1. Non mais effectivement Bloodborne ça défonce totalement. C'est quoi le nom de ton perso? Le nom de mon perso c'est Eugene Crane. Il faudrait que tu me le donnes. on Et joue là ensemble. d'ailleurs je tiens à, parce que c'est comics un petit peu, j'ai vu une news d'un mec qui parce que tu peux te créer ton personnage au début du jeu, il y a un éditeur de personnage, il y a un mec qui s'est créé le Joker, putain. Il l'a trop bien fait Et quoi. si vous jouez, mon perso c'est Maev, M-A-E-V, et on se retrouve, on joue en ligne, boum. Alrighty, voilà. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les chroniqueurs sur Twitter. Vous n'hésitez pas à nous faire vos suggestions sur Twitter. Qu'est-ce qu'on doit lire, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission, tout ça. Nous faites des bisous, vous nous crachez dessus. C'est pareil pour nous. Non, je déconne. Non, en fait, on aime bien les deux. Voilà. C'est nos fétiches à nous. On aime bien se faire bâcher. Donc Comics Outcast est une émission produite et réalisée par Radio Kawa, mais surtout par Joe. Bah oui, c'est produit par Radio Kawa, mais c'est réalisé par Oh mon Dieu, tu vas pas changer le script. Nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 6 plus 14, enfin 20, le lundi 20 avril 2015 vers 23h15, juste derrière nos amis de Radio JV, Passe le stick, Kokobé et compagnie, voilà, quand ils ont arrêté de boire leur bière. Vous pouvez nous télécharger, direct bisous, tu embrasses les gens. Ah, des bisous. C'est moi qui ai dit. Ah, c'est des toi, bisous. putain. J'ai cru que c'était elle Oui, aussi. c'était avec une voix très étrange. Bon, on va finir cette émission. Voilà, vous pouvez nous télécharger bien sûr après chaque diffusion d'émission. Toujours, voilà, les anciens épisodes et tout, c'est cool. Si vous ne découvrez que maintenant. Ouais, pour écouter l'épisode vintage quand j'avais encore ma voix d'enfant. Je l'avais pas encore Écoutez, Ça fait tellement quand tu n'avais pas longtemps. encore lu Storm. Voilà, merci Synops Live. Vous pouvez nous écouter tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça fait 3 fois qu'on dit. Et vous pouvez aussi nous télécharger. Et vous pouvez aussi nous écouter. Voilà, bon allez. Moi je vais continuer à lire Americana de Adichie, c'est Offspring. génial. Ça n'a rien à voir avec les comics, mais waouh. Mais c'est génial, lisez ça si vous aimez bien la culture américaine. Je vous dis à bientôt. Lisez bien des comics, achetez des comics et à dans 2 semaines. Ciao, bye. Ciao, bisous. Oui, bonsoir Jonas. C'est parti. Ok. Entre le bien et le mal, entre les oiseaux. Entre les oiseaux et les cochons.